Attendez, Monsieur Pradier qui vient d'arriver. D'accord. Bonjour, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence donc ce grand événement de la générosité. Je suis Jean-Pierre Gaspard, je suis membre du conseil d'administration de l'IDAF, l'Institut des dirigeants d'associations et de fondations. Et avec l'ensemble des autres membres de la coalition Générosité, on est très heureux d'accueillir les participants à ce grand événement. On a eu plus de 200 inscrits, un petit peu moins de la moitié est connecté pile au début voilà, de cet événement, mais je suis sûr que les autres nous rejoindront en cours de route. Alors, quand je dis la coalition Générosité, donc, les membres de cette coalition sont France Générosité, le Monde associatif, le Centre français des fonds et fondations, l'ADMICAL, IDEAS, l'Association française des fundraisers et donc l'IDAF. Et puis, au-delà des membres de cette coalition, il y a trois structures qui apportent leur soutien, que sont le don de confiance, les entreprises pour la cité et un esprit de famille. Et donc, les connectés sont les adhérents de l'ensemble de ces structures. Et si on est aussi nombreux aujourd'hui autour de cette caméra, c'est parce qu'on a des représentants de grande valeur, de trois des candidats à l'élection présidentielle que je veux à la fois remercier et bien sûr accueillir. Donc, je vais le faire par ordre alphabétique. Tout d'abord, c'est Madame Catherine Barbarou qui représente le candidat Monsieur Emmanuel Macron. C'est ensuite Monsieur Florentin Letissier qui représente le candidat Monsieur Yannick Jadot. Et c'est enfin, alors voilà, ça y est, je vous vois, Monsieur Aurélien Pradier qui représente la candidate Madame Valérie Pécresse. Alors, comment va se dérouler ce grand événement? Il y aura en gros trois grandes séquences. Une première séquence qui sera par les représentants des candidats de présentation de leurs propositions. Une deuxième séquence qui sera là de questions et réponses qui seront posées à chacun des représentants des candidats. Alors, ce sont des questions qui ont déjà été préparées, qui sont donc déjà identifiées. Et puis, le troisième grand temps, ça sera le temps de la formalisation, de la concrétisation des engagements qui auront été pris ici par les représentants des candidats. Sachant que tout ça fera que, impérativement, nous aurons terminé à 12h30, à 12h30. Mais avant voilà, de rentrer dans ces trois séquences, je vous propose une introduction sur les enjeux de la générosité par Monsieur Pierre Siquier, qui est président de France Générosité. À toi, Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'ouvrir cette séance pour le compte de l'ensemble des acteurs de cette coalition Générosité, soulignons-le, parce que tous les acteurs de la générosité sont présents dans cette coalition. C'est une première et il faut le souligner. Nous sommes vraiment très contents d'avoir fait un plaidoyer commun, ce qui nous a parfois été reproché de ne pas d'arriver en ordre dispersé quelquefois. Alors, je vais rappeler quelques chiffres, mais rapidement. Nous représentons 8,5 milliards d'euros de dons. Il y a 5 millions de foyers donateurs, 360 000 associations, 5 000 fondations et plus de 100 000 entreprises mécènes. Et évidemment, sans parler des centaines de milliers de bénévoles qui sont sur le terrain.
Donc, notre secteur, on est vraiment un acteur majeur du contrat social français et on n'est pas toujours reconnu à ce titre d'ailleurs assez, on en reparlera sûrement. Les Français d'ailleurs s'y trompent pas parce qu'ils sont 54% à faire confiance aux associations, ce qui est, je n'aurais pas la cruauté de donner le pourcentage pour les partis politiques, c'est moins. Et c'est vrai que si le lien social n'a pas été complètement brisé pendant le Covid, c'est en grande partie grâce à ces bénévoles, grâce au monde associatif en général d'ailleurs, qui a particulièrement performé. Alors, notre coalition Générosité est poussée par deux forces complémentaires. C'est que l'engagement résolu des Français qui souhaitent en fait à 65% une société plus solidaire. Et on peut rappeler que l'ensemble d'ailleurs du mouvement associatif dans sa globalité regroupe quelques 20 millions de bénévoles et 2 millions de salariés. Donc, nous sommes une composante essentielle de ce fameux contrat social. Deuxième point, c'est la non-lucrativité et la gestion des intéressés qui sont le fond de notre ADN. Et c'est une réponse aujourd'hui originale et performante face aux nombreuses critiques qui s'élèvent dans ce monde jugé trop libéral, où l'argent est un peu roi. Et je rappelle que nous ne versons aucun dividende, on n'a pas de valorisation patrimoniale et les rémunérations de nos gouvernances sont vraiment raisonnables. Et tout ça, donc, au service de l'intérêt général. Et les membres de la coalition Générosité dans leur ensemble n'ont pas attendu les réflexions sur le monde d'après, qui était, vous savez que ça a été très à la mode, le monde d'après, pour agir dès maintenant pour le bien de tous et dans une méthode qui est la nôtre, donc engagement et non-lucrativité. Il faut rappeler que la générosité privée a financé de nombreuses innovations. Par exemple, on peut citer le centre de santé sexuelle de Aide, par exemple, qui sont très structurantes, comme la sortie de prison aussi, la prise en charge en sortie de prison. Et la générosité, elle a généré un impact social positif. Par exemple, les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, l'accès à l'eau potable dans les pays en voie de développement, etc. On a de nombreuses réalisations dont on peut parler. La générosité est un partenaire indispensable de la puissance politique. Et ce qui est intéressant, c'est que nous agissons en complémentarité avec elle. On démultiplie son impact et on lui évite aussi certains coûts sociaux. On a d'ailleurs sorti une étude qui est sur notre plaidoyer sur l'impact et les coûts évités à la puissance publique. Alors, me direz-vous, tout va bien finalement? Alors oui, dans le sens où les Français ont été au rendez-vous. Ils ont vraiment répondu présent et ils ont beaucoup donné. Et on craignait beaucoup que le Covid ait fait baisser donc les dons des Français, pas du tout. Ils ont été vraiment formidables. Et alors, non, parce qu'on subit un certain nombre de contraintes qui, si elles étaient bien traitées, on va en reparler, ferait qu'on optimiserait encore plus l'efficacité de nos missions sociales et on se concentrerait encore plus, avec beaucoup plus d'efficacité sur elles et on en ferait, je dirais, peut-être d'autres et on aurait davantage d'innovation. Alors pour ça, on a besoin de vous, du ou de la future présidente de la République, mais il y a un préalable. Une stabilité fiscale décidée et non remise en cause. Nous avons été particulièrement malmenés ces dernières années, depuis 3-4 ans, mouvement sur la CSG, passage de l'ISF à l'IFI, discussion sur le taux du mécénat des entreprises, apparition de nouvelles causes, là, même l'année dernière, à 75%. Et c'est vrai que ça nous a perturbés et ça perturbe le donateur et ce n'est pas une bonne chose. Et du coup, on n'a parlé que d'argent. Alors, notre collectif a pris ses responsabilités. La coalition Générosité a beaucoup discuté et elle ne se positionnera pas sur une demande fiscale supplémentaire. Ce que nous demandons, c'est le gel du système actuel. Point. Mais pour ça, ce n'est pas un gel de circonstance. Il faut vraiment que le président ou la présidente nouvelle s'engage à ne pas bouger le système fiscal. Nous sommes d'accord avec ça et on voudrait bien que ce soit un fait inscrit dans les livres. Alors, une fois ce préalable réglé, nous voulons travailler, nous, dans deux directions principales. L'une vers les donateurs et l'autre vers nos organisations. Alors, les donateurs, nous faisons face, nous, aujourd'hui, à un vieillissement lent, mais inéluctable de nos donateurs historiques. Ça veut dire qu'il faut motiver les Français tout au long de leur vie maintenant, et nous proposons que dès le plus jeune âge, on fasse la pédagogie de la générosité en créant un programme au sein des enseignements de l'éducation nationale. On rejoint d'ailleurs les demandes du mouvement associatif sur le sujet d'une manière plus globale.
sur l'engagement et sur la générosité. Et deuxième point, c'est qu'au cours de la carrière professionnelle de chacun, il faut qu'on favorise les dons de RTT, les dons de congés payés et le congé d'engagement d'une manière plus systématique. Et troisième point, c'est qu'il faut faciliter et encourager les legs et donations aux organisations sans but lucratif. Il y a encore trop de contraintes sur ces sujets-là. Quant à nos organisations, ce que nous demandons, c'est la simplification du régime des statuts des fondations et des fonds de dotation. Ce n'est pas évident, c'est un sujet qui est complexe, mais il faut qu'on arrive à plus de clarté, plus de lisibilité sur ce sujet. Donc, c'est un chantier qu'on voudrait mettre en œuvre. Et puis, la création d'un nouveau statut d'entreprise, l'entreprise à gestion des intéressés, qui va, elle, dans le sens d'une adaptation du modèle économique de nos organisations face aux évolutions donc, de l'écosystème en général. Alors, pour réussir tout ça, il nous faut vraiment un point de contact avec les pouvoirs publics et qui soit régulier. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on fait face à de nombreux interlocuteurs. Alors, certains disent trop nombreux, mais enfin, ils sont là, et de multiples administrations, le ministère de l'Intérieur, les préfectures, la vie associative, l'économie sociale et solidaire, plusieurs services des finances et des hautes juridictions, Conseil d'État, Cour des comptes. Bref, à chaque fois qu'on a un sujet et nos problématiques sont complexes, eh bien, nous rencontrons beaucoup d'interlocuteurs. Et quand je vous ai énuméré ce qu'ils nous demandent, si on se plonge dans ces demandes, on s'aperçoit que chaque sujet, en fait, est vraiment interministériel. Mais comme les administrations ne se parlent pas entre elles, nous avons toujours des contacts uniquement bilatéraux, c'est très difficile de faire avancer les choses. On ne peut pas fonctionner longtemps comme aujourd'hui parce que la générosité n'est pas vraiment considérée comme partie intégrante de l'action publique. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons considérés par les pouvoirs publics comme un acteur donc, de l'action publique. Et nous vous proposons pour ça une rencontre annuelle qui serait donc des rencontres annuelles de la générosité ou le forum annuel de la générosité, mais qui serait régulier tous les ans avec l'ensemble des acteurs qui sont les administrations, les élus et les organisations à but non lucratif pour construire, non pas pour se réunir pour le plaisir de se réunir en disant bon, bah, bonjour, mais pour construire un plan annuel et en se fixant un nombre précis de sujets à traiter avec des groupes de travail et une évaluation un an après. Et ça, il faut que ce soit donc, nous le pensons, sous l'autorité du Premier ministre pour que tout le monde soit conscient de l'importance du problème. Voilà. Ça va, c'est pas cher, mais c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout le monde est à cheval et très vigilant sur les problèmes budgétaires, notre proposition ne coûte pas d'argent, mais elle sera, je le suis sûr, et nous le sommes sûrs, et nous le demandons, nous à la coalition, vraiment une efficacité et une reconnaissance là-dessus. Comme tous les candidats disent qu'il faut coopérer avec les corps intermédiaires, eh bien, écoutez, nous, on le souhaite vraiment. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que la coalition Générosité, dans son ensemble, avec toutes ses composantes, elle sera au rendez-vous de la générosité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Je crois que ce que tu as fait est une belle introduction, mais aussi une certaine pression, hein, ce qui est bien, sur donc la première séquence, qui est la séquence de présentation des propositions par chacun des représentants des candidats. Donc, en fait, chaque représentant des candidats va répondre en 10 minutes maximum à 2 questions que sont quelles sont les convictions de votre candidat en matière de générosité et quelles propositions concrètes défendez-vous dans ce cadre? Voilà. Et le premier qui va répondre à ces 2 questions en 10 minutes maximum est Monsieur Aurélien Pradier. Bonjour à toutes et à tous, j'imagine que vous m'entendez. Merci pour votre invitation, merci pour ce propos introductif tout à fait passionnant. Et je suis très heureux de pouvoir représenter non seulement la candidate que je soutiens, Valérie Pécresse, mais aussi de pouvoir participer à vos travaux qui sont essentiels. Je suis porte-parole de Valérie Pécresse, mais je suis avant cela député d'un petit département qui est le département du Lot, dans lequel l'action de solidarité, de générosité, de bénévolat est une valeur historique fondamentale qui a beaucoup structuré un département comme le mien
Donc, ce sont des sujets auxquels je suis naturellement sensible. Je voudrais vous dire deux choses. La première, avoir un propos général sur la vision de la société, parce que c'est de cela dont il s'agit en réalité. Vous l'avez parfaitement dit, on peut s'arrêter sur des considérations techniques, fiscales, sur cette nécessité de stabilité, sur les systèmes qui rendent plus ou moins attractif la générosité pour nos concitoyens, mais avant cela, peut-être faut-il interroger la vision que nous avons de la société. D'abord, je veux vous dire que la vision que je tâche de porter auprès de Valérie Pécresse et qu'elle-même tâche de porter est la vision d'une société dans laquelle chacun a sa place. Je veux le dire parce que ça commence par là. Moi, je fais partie de ceux, avec quelques-uns de mes amis, qui ne croyons pas à la société de la toute performance. Il y a des candidats à la présidentielle qui ont théorisé la société de la toute performance. Moi, ce n'est pas ma société. Ce n'est pas celle à laquelle je crois. Je crois à une société qui laisse une place à chacun. Pardon d'être direct, mais c'est mon tempérament. Je ne crois pas à une société où il y ait des premiers de cordée et des derniers de cordée. Je ne crois pas à une société où il y ait des gens qui ont réussi et des gens qui ne seraient rien, comme d'autres l'ont théorisé. Je crois à une société qui n'est pas celle de la course à la toute performance, mais qui est une société qui, je le redis, laisse une place à chacun de nos concitoyens. La société à laquelle nous croyons aussi, c'est une société dans laquelle l'action de chaque citoyen a du sens. Moi, j'ai 35 ans, vous 36 maintenant. Je fais partie de cette génération aussi qui, désormais, dans ses emplois, dans ses activités du quotidien, a une quête extrêmement poussée du sens, qui parfois a sacrifié nos salaires, notre carrière professionnelle, pour que nos métiers aient un sens profond. Je fais partie de cette génération qui est très portée vers le mécénat de compétences, par exemple, dans plusieurs grandes entreprises. Il y a aussi un fait parfois un peu générationnel. Et donc, je pense que la responsabilité des acteurs politiques, elle est de répondre à cette aspiration des citoyens à ne pas chercher seulement un salaire ou une rémunération dans leurs activités du quotidien, mais à trouver un sens à ce qu'ils font aussi. Et la générosité permet cela, permet de trouver ce sens précis. La question de la générosité, c'est la question du pacte social. C'est pour ça que ce n'est pas un petit sujet, ce n'est pas un sujet de niche qui ne concernerait que les bénévoles ou que les acteurs de la générosité. C'est un sujet qui dit la société que nous voulons. C'est pour ça que je voulais commencer par ce propos introductif, parce que je crois que toutes les mesures techniques que nous pourrons décliner, sur lesquelles d'ailleurs je pense qu'on sera assez d'accord les uns les autres, avant cela, il y a d'abord une vision de la société. Là, il y a des différences entre les différents candidats. Ce que je voudrais dire ensuite, et vous l'avez dit dans votre propos, c'est qu'il ne faut pas oublier ce que notre pays doit économiquement et en matière d'innovation à la générosité. Au fond, la générosité, c'est quoi? C'est plusieurs choses, ce sont des valeurs morales, des valeurs éthiques, sûrement, mais c'est aussi, pardon cette expression, mais le sens de la débrouille, le sens de l'organisation hors des systèmes étatiques. La générosité, c'est ça. C'est aussi ce que les citoyens peuvent faire d'eux-mêmes d'initiative. Et sur bien des sujets, vous avez raison de rappeler que la générosité ne doit pas être considérée que comme une forme de charité, mais qu'elle doit être considérée comme une chance d'innovation. Beaucoup des innovations que nous avons aujourd'hui, notamment sur les circuits courts, si on prend cet exemple-là, sont issues d'actions premières de générosité. Il y a des grandes associations, dont vous savez aujourd'hui qu'elles sont des grands acteurs d'innovation en matière de recyclage, de gestion des circuits courts, de réutilisation, de réemploi des produits, qui à la base ont été fondés par des actes de générosité et qui ont apporté aujourd'hui des vraies sources d'innovation. Je souhaite que, Valérie Pécresse, nous souhaitons aborder la question de la générosité comme une chance d'innovation, donc une chance potentiellement même économique, pour un pays comme le nôtre, d'innovation sociale, d'innovation d'organisation et d'innovation économique. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut d'abord dire que ce message-là, le prochain ou la prochaine présidente de la République doit le porter, qu'elle doit pouvoir s'adresser aux Français en leur disant que la vision que nous avons de la société, c'est aussi une vision de la générosité. La générosité, ce n'est pas l'assistanat, ce n'est pas l'injustice. La générosité, c'est tout l'inverse de cela. C'est être capable d'aider, d'accompagner ceux qui peuvent en avoir le plus besoin, et y compris d'ailleurs ceux qui n'en ont pas nécessairement besoin. C'est le fait de créer du lien entre les citoyens. Et donc, il faut que le prochain ou la prochaine présidente de la République théorise cela. Qu'il ne théorise pas ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, mais qu'elle théorise le fait que nous avons besoin de refonder le pacte social dans notre pays. Là, c'est parfois une petite singularité au sein de ma famille politique, mais je fais partie de ceux qui pensent que le sujet absolument urgent du moment, c'est de refonder le pacte social. Notre pays n'a jamais été autant fracturé qu'il l'est aujourd'hui.
les catégories de citoyens n'ont jamais été dressées les uns contre les autres autant qu'aujourd'hui. C'est une réalité, moi je le vis tous les jours dans mon département du Lot. Et le devoir premier urgent du futur responsable de chef de l'État sera de refonder le pacte social. Donc d'abord un grand discours, d'abord des grandes déclarations qui refixent ce cap-là. Ensuite, la stabilité sur toutes les mesures de générosité. Vous avez raison de le dire, ce qui a cassé à chaque fois les jambes de la générosité dans notre pays, ce sont les va-et-vient sur les questions fiscales, d'ajustement budgétaire à la petite semaine, qui ont des conséquences très dures, et souvent très durables d'ailleurs. Sur les actes de générosité, vous le savez, c'est très facile de perdre des dons, c'est beaucoup plus difficile de les récupérer. Et donc, c'est un engagement de stabilité sur tout le quinquennat. On ne touche plus au dispositif, on s'entend dès le début avec les acteurs et avec le pays, et on n'y touche plus, quels que soient les va-et-vient budgétaires que nous pourrions avoir. Ensuite, il y a un troisième champ sur lequel je voudrais vous dire quelques mots, qui est au-delà de la question du don financier, des avantages fiscaux que l'on peut avoir et qu'il faut stabiliser. Il n'y a pas de grande originalité à avoir. On connaît les outils, ils fonctionnent bien lorsqu'ils sont mis en place et qu'ils sont stables, il faut juste les faire perdurer. En revanche, je pense que nous avons à travailler sur la générosité de compétences, bénévolat, mécénat de compétences, qui est quelque chose qui a toute sa place dans notre pays, qui est une demande de grandes entreprises aujourd'hui, beaucoup moins des petites et moyennes entreprises, et dans lesquelles je pense que nous pourrions développer aussi beaucoup plus le mécénat de compétences qui correspond à l'attente de nos concitoyens qui, dans leur métier, cherchent, au-delà d'un salaire, un véritable sens. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots pour ne pas être plus long et confirmer ces engagements-là qui sont à la fois les miens, mais aussi ceux de la candidate que je représente. Merci beaucoup, Monsieur Aurélien Pradier. Je vois que vous êtes très fort dans le respect CSA, qui ne s'impose pas à cet événement, mais vous avez fait pile les 10 minutes. Donc, merci. Voilà. Monsieur Florentin Letissier, représentant du candidat Monsieur Yannick Jadot, la coalition Générosité vous pose les deux mêmes questions. Alors, comme on a des participants qui sont arrivés en cours de route, je vais les répéter. Quelles sont les convictions de votre candidat en matière de générosité et quelles propositions concrètes défendez-vous dans ce cadre? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et puis, je salue évidemment Madame Barbarou, Monsieur Pradier, avec qui je suis ravi de pouvoir avoir ce temps de débat aussi démocratique important. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que dans le mouvement écologiste, ce qu'on appelle la société civile organisée, c'est-à-dire en gros ce mouvement associatif, mais aussi ce mouvement de l'économie sociale et solidaire, dont vos adhérents sont membres, est très important historiquement. On a toujours défendu une vision de la société avec, certes, des services publics forts, un État-providence qui prend toute sa place, évidemment un monde économique aussi, celui des entreprises qui joue son rôle, mais aussi ce fameux tiers secteur de la société civile organisée que beaucoup de vos membres incarnent. Et je voulais insister là-dessus parce que c'est une société, elle tient aussi sur des piliers et à notre sens, le pilier de la société civile organisée en est un fondamental. Et ça, ce n'est pas de la campagne de Yannick Jadot que ça date, c'est au fondement en fait, du mouvement écologiste depuis des décennies. Donc, à nos yeux, finalement, si je devais donner aussi un cadre assez général avant d'aller sur les propositions concrètes, il faut redonner de la force à cette société civile organisée qui a été affaiblie depuis un certain nombre d'années, voire de décennies. Je voudrais rappeler que nous n'avons pas eu encore de président ou de présidente de la République écologiste. Donc, nous ne pouvons pas non plus être considérés comme comptables, finalement, d'un modèle économique depuis des décennies. Vous parliez en introduction du règne de l'argent roi. Le règne de l'argent roi, et ça fait pas mal de temps maintenant qu'un certain nombre de personnes s'en plaignent. Et il serait peut-être temps, effectivement, de proposer de vraies évolutions de ce modèle qui laisse tant de personnes sur le côté. Donc, nous, on a cette volonté aussi de changement qu'on assume, mais un changement crédible. Notre programme, il est chiffré, notre programme, il est bouclé macroéconomiquement, notre programme, il est concret. Et je vais revenir sur un certain nombre de propositions. Donc, dans nos priorités, c'est à la fois de considérer que cette société civile organisée, elle a un rôle démocratique très important,
un rôle démocratique et pas uniquement le rôle fondamental de la générosité, mais ça va au-delà, c'est un acteur démocratique en tant que tel. Et donc, maintenant, je vais pouvoir effectivement rentrer dans un certain nombre d'éléments concrets. Le premier, c'est la hausse du SMIC à 1 500 € net sur la mandature. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le monde associatif, de salariés, de personnes qui, quand même, connaissent une certaine précarité aussi dans les conditions de rémunération. Moi, je suis élu local, je connais bien ce sujet-là. Les associations, elles sont indispensables, mais il y a aussi beaucoup de précarité dans les associations. Et donc, si on va sur un relèvement du SMIC, c'est aussi une réponse en termes de revenus pour ces acteurs qui travaillent dans le secteur de la générosité et de la solidarité, et aussi pour permettre à des gens, parce qu'on sait qu'en fait le don, c'est ça qui est beau, c'est que ce n'est pas uniquement les plus favorisés qui donnent, c'est aussi tout le monde. Même des gens qui sont au SMIC, des gens qui sont aux minima sociaux, parfois ils donnent quelques euros pour les Restos du Cœur ou pour d'autres associations de solidarité. Je peux en citer plein d'autres. Donc, quand on prend des mesures de revenus, on résout des problèmes aussi de précarité et on donne plus de capacité aussi à donner. Deuxièmement, je voudrais insister sur la question de la retraite, puisque je débat face à deux candidats qui représentent des mouvements politiques qui veulent reporter l'âge légal de départ à la retraite, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, le monde associatif, il tient beaucoup grâce à nos aînés, grâce aux retraités. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc si on repousse l'âge légal de départ à la retraite, sur des raisonnements d'ailleurs économiques tout à fait contestables, hein. Nous, on a des paramètres macroéconomiques où on laisse l'âge légal à 62 ans. C'est tout à fait tenable pour les budgets publics. Ça permet aussi aux gens de ne pas arriver à la retraite en étant complètement cassés et justement de s'investir dans les associations, dans les organisations d'intérêt général. Donc ça me semble important de le dire. Et d'ailleurs, on veut accompagner les retraités qui souhaitent se former, notamment pour pouvoir s'investir dans des tâches associatives. Troisième mesure, nos jeunes. Nos jeunes, on milite pour un revenu citoyen à 50% du revenu médian, soit 918 € par mois, à partir de 18 ans, pour toutes les personnes qui sont détachées fiscalement de leurs parents. Les jeunes aussi, ils ont un rôle fondamental dans le secteur de la générosité, à la fois parce qu'ils donnent du temps, parce que ça fait sens aussi pour eux dans le cadre d'un projet professionnel et d'un projet aussi de vie, et puis parce que, comme vous le savez, ils sont très sensibles à un certain nombre de questions environnementales, de questions sociales qui concernent directement leur avenir. Donc aujourd'hui, quand on voit la précarité de la jeunesse, il nous semble indispensable de leur donner les moyens aussi de s'impliquer dans la générosité. Quatrième proposition, la stabilité effectivement des régimes de dons et notamment les régimes de déduction fiscale des dons qui sont réalisés pour les associations et les organismes d'utilité publique. Donc ça, c'est clair, il y aura une stabilité. Par contre, moi, je ne vais pas m'engager ici au nom de Yannick Jadot. Alors, je ne sais pas si les autres candidats le feront, je me permettrai de douter aussi s'ils le font, mais il y aura quand même des mesures fiscales qui seront prises, mais qui ne concerneront pas ces dispositifs de dons. Mais nous, par exemple, on veut mettre en place un ISF climatique, vous voyez, parce que voilà, la taxation des hauts patrimoines, elle a quand même été affaiblie ces dernières années, alors qu'il y a des gens qui sont… Alors, pendant la crise, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont aussi beaucoup enrichis. Et il nous semble qu'il y a des corrections à apporter, tout comme la TVA, par exemple, l'éco-modulable sur les produits les plus écologiques qui sont moins taxés en TVA et ceux qui sont plus polluants, ils seront plus taxés en TVA. Vous voyez, c'est des mesures fiscales, ça, elles auront lieu. Je ne vais pas m'engager à ce qu'elles n'aient pas lieu, mais par contre, ce qui concerne les dispositifs de déduction, notamment liés au secteur de la générosité, évidemment, ils seront stabilisés. Cinquième mesure, on veut augmenter les financements pour les services civiques pour assurer notamment des missions longues, pour encore une fois, pour ces jeunes, ça marche très bien, le service civique, je pense qu'on en conviendra tous. Et donc, on redéploiera des fonds pour justement augmenter ces financements pour les services civiques. Encore deux propositions, je ne sais pas combien de temps il me reste, vous m'arrêtez hein, si c'est le cas. L'école, moi j'ai enseigné pendant 10 ans en lycée notamment. Il faut renforcer impérativement les parcours citoyens à l'école, notamment sur des logiques de projet. Et on sait que quand les jeunes ils travaillent sur des logiques de projet, sur un sujet concret, aussi sur le cas d'une association, d'une fondation, par exemple, ça leur ouvre aussi des horizons, ça les confronte au monde et ça les confronte à des acteurs économiques
qui justement a un rôle très important en matière de cohésion sociale et de générosité. Donc, dans tout le parcours scolaire, on va dire de l'école primaire jusqu'à la fin du secondaire, c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation à ces parcours citoyens en lien avec des problématiques de générosité. Dernière proposition, je garderai j'en garderai une pour la toute fin, parce que j'ai compris qu'il y aura une question à la fin sur le rapport avec les pouvoirs publics dans le futur quinquennat, c'est les congés d'engagement. Permettre à des salariés, effectivement, ou à des agents publics de dégager quelques jours, voire plus, par an pour s'investir dans la direction, dans la gestion d'organismes d'intérêt général. Ça nous semble fondamental. Plus largement, tous les dispositifs que vous avez évoqués en introduction, sur aussi les dons de RTT, etc., ça nous semble très, très positif. Ça va dans le sens de la vision de la société qu'on défend. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai essayé d'être concret. En tout cas, vous avez bien compris que pour nous, la société civile organisée, la générosité, tous les acteurs, associations, fondations, c'est vraiment des acteurs sur lesquels on veut vraiment compter pour la société d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. C'est à vous, donc, Madame Catherine Barbarou, de répondre aux deux mêmes questions. En fait, je rappelle que nous étions plus de 200 inscrits et nous sommes aujourd'hui à peu près 130 participants. Voilà. Et donc, il y en a qui sont arrivés en cours de route. Et donc, je vous repose les deux mêmes questions à vous, représentants du candidat M. Emmanuel Macron. Quelles sont les convictions de votre candidat en matière de générosité et quelles sont vos propositions concrètes dans ce cadre? Merci beaucoup. Merci beaucoup et je salue tous les participants et bien évidemment les deux représentants des candidats qui se sont exprimés avant moi. Je voudrais dire d'abord peut-être l'émotion et le plaisir qu'il y a pour moi de me retrouver parmi vous, puisque il y a quelques années encore, j'aurais pu être de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, puisque j'ai présidé un fonds de dotation, présidé une association, travaillé sur la loi de 2014 sur l'ESS, et que donc il y a pour moi une espèce de continuité. Et si je le dis, c'est pas pour le plaisir de parler de soi, si j'ose dire, mais c'est de dire que c'est déjà en soi un signe d'une conviction forte que le candidat Emmanuel Macron ait souhaité que je le représente, et surtout puisque notre parcours commun est né de la fondation d'En Marche. Je suis une des cofondatrices d'En Marche, des 5 personnes, si j'ose dire, qui ont eu l'honneur et la chance de signer les statuts de cette association. C'était un signe évidemment de l'intérêt qu'il portait à la société civile, et précisément notre parcours a été construit autour du fait que j'incarnais à ses yeux, compte tenu de mes propres engagements, un des éléments auxquels il a toujours montré une très grande importance. Certains ont dit avant moi que on pouvait affirmer des convictions. Nous avons aussi essayé de donner des preuves de conviction, si j'ose dire, dans le parcours de ce quinquennat. Et je crois, depuis quelques semaines, j'ai rencontré l'ensemble des associations. Nul ne met en doute le fait que dans la période difficile que nous avons traversée, le soutien qui a été donné au secteur je dirais, de la générosité et de l'engagement a été manifeste, solide, rapide, et qu'il a permis d'ailleurs aux associations de passer parfois un cap et de contribuer, comme elles en avaient envie avant tout, à ce que les difficultés, notamment de la pandémie, puissent finalement donner lieu à un élan d'engagement qui a été sans précédent et qui est reconnu par tous. Donc je crois qu'il n'est point nécessaire d'insister sur des clivages qui sont artificiels, puisque dans l'ensemble, et heureusement, la société a montré sa capacité de résilience et que l'État a été au rendez-vous de l'aveu même des principaux intéressés. Alors, si je me recentre sur votre question et en réaffirmant que sur
la conviction finalement que le pacte social ne tient que parce qu'il y a cet engagement, il me semble qu'on a pu donner un certain nombre de signes, d'abord dans la structuration gouvernementale, où comme vous l'avez vu et constaté, il y a eu des ministres, et notamment une des demandes du secteur qui était que tout ce qui est le champ de l'économie sociale se rapproche de Bercy et se rapproche du lieu où justement on peut établir des régulations un peu plus fortes. On a eu des secrétariats d'État à l'ESS, des secrétariats d'État à l'engagement et toute une série finalement d'interlocuteurs qui ont permis de faire avancer les choses. Alors, je ne méconnais pas que trop d'interlocuteurs parfois nuisent à la clarté et je reviendrai dans les propositions sur la manière dont on peut voir les choses. C'est vrai qu'il y a eu une instabilité fiscale, mais comme le rappelait Florentin Letissier, chaque gouvernement a le droit d'avoir une forme de priorité fiscale et on peut changer des règles comme ça a été le cas sur l'ISF qui bouleverse un peu les équilibres. Il est clair aussi que ça a remis de l'argent dans le domaine public et la générosité, finalement, n'en a pas pâti, puisque sur ces 2 dernières années, vous avez vous-même dans votre livre blanc, mais je reconnais effectivement que pour l'avenir, maintenant que les grandes réformes structurelles, je dirais fiscales, ont pu être faites, la question de ce qui régule le don doit pouvoir être stabilisée. Je voudrais justement peut-être avec le fait que j'ai beaucoup reparlé avec ce secteur ces dernières semaines, avant de venir aux propositions, dire que dans la conviction qui est la nôtre, on a bien entendu qu'il y avait 2 sujets qui aujourd'hui pouvaient être préoccupants. C'était la réduction de la liberté associative, c'est-à-dire qu'un certain nombre de règles amènent finalement les associations à obéir à trop de règles et trop de normes. Et vous avez vu que dans son projet, le président de la République revient, le président candidat, si j'ose dire, revient sur cette question d'inflation des normes sur lesquelles nous voulons continuer à travailler. Et puis, un autre sujet qui est peut-être un peu plus technique, mais qui, à mon sens, est un de ceux qui préoccupent le plus le secteur associatif, c'est l'inflation des appels d'offres et des cahiers des charges qui aboutirait finalement parfois à mettre le secteur un peu sous dépendance et sous sous-traitance de la puissance publique. Et là, je crois aussi que nous devons travailler à améliorer, au fond, une démarche qui soit beaucoup plus tournée autour de l'impact que veulent avoir les acteurs de la générosité que de leur imposer des méthodes ou des modus operandi qui aujourd'hui briment leur créativité. Car ce que je veux affirmer, et je crois que ça c'est la conviction la plus forte d'Emmanuel Macron, c'est que nous avons besoin de l'esprit d'initiative, de l'expérimentation, de l'innovation, de l'expérimentation qui sont portées par le secteur et que l'encadrer par des formes de financement qui sont trop prescriptives est un des éléments aujourd'hui qui pourrait être à terme un frein à leur rôle et à la manière surtout dont elles veulent exercer leur rôle, car ce qui est important, c'est évidemment d'être à leur écoute. Alors, sur les propositions, et si je suis encore, oui, dans mon temps de parole, moi, je pense d'abord qu'effectivement, il y a trop de statuts. Pour avoir été présidente d'une grande association, j'ai vu le maquis à la fois sur les statuts qui, à mon avis, pourraient être ramenés utilement à 4 statuts. Ça suffirait, me semble-t-il, pour couvrir l'ensemble de l'immense champ d'activité des associations. Le deuxième, c'est que les déclarations de RUP, les changements de statut, enfin ce fameux bureau du ministère de l'Intérieur au fond du couloir à gauche que nous connaissons tous et qui a toujours mis énormément de temps à donner ses réponses, eh bien, il faut que là, nous clarifions les choses. Et ça fait partie, évidemment, du deal quand le président parle d'un pacte renouvelé sur le fonctionnement associatif.
Au-delà de, bon, il y a sûrement d'autres aspects du cadre juridique. Je suis, moi, très sensible à la question des dons de RTT. Et vous avez vu qu'avec un compte universel de RTT, on peut imaginer, et il faudra très vite dans la négociation, regarder comment tout ceci peut s'articuler avec effectivement des dons de RTT, soit parce qu'elles ne sont pas prises, soit parce qu'elles peuvent être affectées à des activités. Sur le mécénat de compétences, je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait que son développement est souhaitable. Je pointerai peut-être la question du mécénat de compétences chez les fonctionnaires, qui eux-mêmes sont souvent tentés de pouvoir participer à ces efforts en dehors d'actions, en dehors du temps de travail. Sur le déploiement du service universel qui a été annoncé par le candidat récemment, je pense que là aussi, on peut accrocher toute une série d'éléments qui ont déjà commencé à être mis en œuvre, notamment dans l'enseignement moral et civique avec les actions qui ont été conduites par Gabriel Attal et Jean-Michel Blanquer, autour notamment du jour de mécénat. Enfin, sur le changement de méthode, et c'est le dernier point, moi je ne sais pas dire aujourd'hui, bon, toute la ligne du projet du candidat montre des changements de méthode, avec soit des mécanismes structurants de consultation, soit des conventions citoyennes. On a parlé de la convention citoyenne sur la fin de vie. Voilà, il y a toute une méthodologie qui va être élaborée. Est-ce que ce doit être un forum? Est-ce que ce doit être un comité interministériel rattaché au Premier ministre? Je ne sais pas en préjuger. En tout cas, il est clair qu'un rendez-vous au moins annuel, et je pense plutôt d'ailleurs dans mon esprit bisannuel pour que ce soit efficace, serait, me semble-t-il, un engagement que nous prenons et dont il faudra très vite construire la méthodologie. Voilà, je crois avoir été aussi rigoureuse que mes prédécesseurs. Vous avez raison, vous êtes également rigoureux sur le timing, donc bien sûr, je vous en remercie tous les trois. Merci pour ces propositions qui font notamment écho au livre blanc. Et je vous propose de passer donc à la séquence de questions-réponses. Donc, ce sont des questions qui ont été identifiées notamment en fonction des propositions des candidats que vous représentez et qui sont des questions différentes selon les personnes, puisque plus anglais sur les programmes de vos candidats. Donc, la première question est une question sur le mécénat d'entreprise. Elle vous est posée, Monsieur Aurélien Pradié. Donc, je rappelle, vous représentez la candidate Madame Valérie Pécresse. Donc, vous est posée par Marie-Victoire Abou, déléguée générale de l'ADMICAL. Merci Jean-Pierre. Bonjour monsieur. Voilà, oui, effectivement, je représente le réseau des entreprises mécènes en France. Et donc, ma question est la suivante. Donc, on l'a évoqué à de nombreuses reprises dès le début de cette orale. Le cadre du mécénat d'entreprise a été largement modifié ces dernières années, pas toujours dans le bon sens. Justement, il y a eu diverses réformes qui ont rendu le dispositif illisible, avec la multiplication des plafonds et des régimes d'exception en faveur de certaines causes. Or, on sait que pour agir en toute confiance et en sécurité, les entreprises ont besoin de simplicité et de stabilité. Et donc, vous l'avez annoncé effectivement tout à l'heure, vous étiez, la candidate que vous représentez est plutôt favorable à cette stabilité. Mais concrètement, voilà, quelles seraient vos propositions en ce sens? Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, je pense qu'on peut se parler là aussi très directement. Oui, les années passées n'ont pas été des années de stabilité pour notamment le mécénat d'entreprise. Enfin, pardonnez-moi, mais je pense qu'on vit dans la même réalité. Moi, je veux bien qu'on idéalise les choses. Enfin, il faut aussi se dire les choses de temps en temps. Depuis 5 ans, le mécénat d'entreprise a pris des coups sérieux.
Et on sait d'où ça vient, de décisions, pardon, mais gouvernementales, qui n'ont pas été prises par l'administration au fond du couloir à gauche, mais qui ont été prises par le pouvoir politique, d'arbitrage budgétaire. Je parlais tout à l'heure d'arbitrage de la petite semaine, parce que c'est vraiment ce que je pense. Moi, je l'ai vécu comme parlementaire aussi. Quand on ne savait pas où aller chercher l'argent, on allait taper sur ces dispositifs-là. Moi, j'ai assisté à des débats parlementaires dans lesquels il y avait une confusion délirante entre les niches fiscales et le mécénat d'entreprise. On ne parle pas du tout des mêmes sujets, que les choses soient claires. Alors, techniquement, on peut considérer qu'on parle des mêmes sujets, mais politiquement, on ne parle pas du tout des mêmes sujets. Donc, c'est la première chose que je veux dire. Si on ne regarde pas la réalité en face, on ne peut pas y apporter de solution. Il n'y a pas de polémique dans ce que je veux dire, mais simplement une volonté de regarder lucidement les choses. Il faut que, d'abord, nous réparions ce qui a été cassé depuis plusieurs années. C'est la première chose. Une fois qu'on a réparé cela, peut-être y a-t-il des innovations possibles, je vais en dire un mot, dans les dispositifs en faveur du mécénat d'entreprise, mais je crois en fait que la première innovation, ce sera la stabilité des dispositifs. Et que le seul fait de s'engager dès le premier discours politique, parce que je pense que ça commence par cela, sur la vision de la société, il faut que le ou la future présidente de la République, en l'occurrence Valérie Pécresse, et c'est son engagement, s'engage à une stabilité totale, absolue, définitive sur le temps de son quinquennat, puisqu'elle ne peut pas s'engager pour au-delà, sur l'ensemble des dispositifs, une fois qu'on les aura réparés. Mais je pense que nous pouvons aller au-delà. D'abord, peut-être en vous écoutant, je n'ai pas 30 ans d'expérience avec vous, parce que j'ai que 36 ans, donc c'est un peu compliqué, mais néanmoins, je travaille avec les acteurs que vous représentez, y compris avec des chefs d'entreprise qui ont fait des dons importants, pas seulement personnellement, aussi leurs entreprises, à l'occasion d'événements récents dans notre pays, et qui m'ont dit, là, on a un petit problème, au-delà de corriger ce qui doit l'être, peut-être qu'on pourrait innover dans le dispositif fiscal. Je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute de ça pour stabiliser les choses. Mais je voudrais aller au-delà sur la question du mécénat de compétences, qui pour moi est un vrai sujet. Il l'est parce que ça relève pour moi du mécénat d'entreprise, il l'est parce qu'il n'est pas très développé dans notre pays, contrairement à d'autres pays d'Europe, que nous avons des sources d'innovation, d'abord dans les petites et moyennes entreprises, c'est là où c'est le plus difficile et c'est pourtant le tissu le plus fondamental dans un pays comme le nôtre. Il faut qu'on travaille à permettre à ces petites entreprises pour qui c'est difficile de libérer de la compétence parce qu'elle est indispensable au fonctionnement normal de la structure d'entreprise. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Là, je pense qu'on a un vrai travail à conduire avec vous. C'est un chantier qu'il faut engager avec les représentants des entreprises. Je sais qu'on parlera tout à l'heure de la manière dont on travaille avec vous, dont on se met autour de la table, mais je pense que c'est un des chantiers. Ensuite, notre collègue d'Europe Écologie Les Verts l'évoquait tout à l'heure sur la question des retraites. Moi, je suis assez d'accord. Il y a un lien entre le temps qu'on passe au travail et le volontariat, le bénévolat qu'on peut avoir en dehors. Bon, on a une divergence sur l'âge de départ à la retraite, mais heureusement qu'on n'est pas parfaitement d'accord. Ce serait inquiétant pour vous comme pour moi, donc les choses sont plutôt bien ordonnées. En revanche, là où on peut avoir un point d'accord, c'est de considérer qu'on doit gérer aussi cette question de l'âge de départ à la retraite avec le mécénat de compétences qui pourrait être donné. Valérie Pécresse a fait un premier pas lorsque, devant les sapeurs-pompiers de France, elle a indiqué que nous pourrions envisager, on est au-delà de l'entreprise, mais on est dans le sujet tout de même, qu'un trimestre de retraite puisse être gagné après un certain nombre d'années d'engagement volontaire. J'ai été pompier volontaire quand j'étais plus jeune, et je sais aussi à quel point c'était un sujet plus essentiel, celui-ci, que le remboursement de la vacation qu'on pouvait avoir, qui est souvent absolument dérisoire. Donc moi, je suis assez favorable, et Valérie Pécresse aussi, à ce que l'on puisse coordonner l'âge de départ à la retraite avec le temps passé à faire du volontariat, du bénévolat ou de la générosité dans l'apport de ces compétences. Des dispositifs qui consisteraient à dire tant d'années d'engagement permettent de gagner un trimestre d'âge de départ à la retraite est plutôt une idée à laquelle nous sommes favorables. Parfait, merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Madame Catherine Barbaroux, la question suivante est pour vous. C'est une question bilancielle sur le quinquennat qui vous est posée par Madame Isabelle Guggenheim, qui est présidente de l'Institut IDEAS.
Merci Jean-Pierre. Bonjour madame, bonjour à tous. Je vais vous rassurer tout de suite, ce ne sera quand même pas un bilan complet en quelques minutes. Tout d'abord, merci pour vos propos introductifs qui ont montré votre très bonne connaissance du secteur, jusqu'au petit bureau, effectivement, très encombré, que nous connaissons bien au ministère de l'Intérieur et qui, malheureusement, ça fait partie un peu du sujet que je vais aborder, a changé récemment très rapidement de titulaire, ce qui, compte tenu de la difficulté du sujet, ne peut être regretté. Donc, comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez d'ailleurs reconnu tous, et c'est un constat qu'on partage, ces dernières années ont été marquées par une implication exceptionnelle du secteur associatif, qui est de plus en plus organisé, compétent, professionnel, agile, enfin tous ces mots que vous partagez. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on le voit encore aujourd'hui bien tristement dans la crise de l'Ukraine. Et malgré ce que vous avez pu dire, je crois qu'il y a encore des points d'amélioration. On n'a pas toujours eu le sentiment d'une reconnaissance très claire de l'ensemble de ces actions. Pourquoi? Alors, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, le choix actuel a été fait d'une secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, qui ne comporte même plus le mot association dans son titre, mais qui dispose quand même du service de la direction de la vie associative, d'un côté. De l'autre côté, une secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable, ce qui d'ailleurs est un changement de portage qui n'a peut-être pas été poussé assez loin. Et en fait, elle ne s'adresse que très subsidiairement au secteur non lucratif. Elle a finalement peu de moyens d'agir. Un ministre, c'est la tête d'une administration, ce qui n'est pas vraiment son cas. Et malheureusement, elle n'a pas de véritable ancrage au ministère des Finances, avec peu de coordination avec les services centraux, comme la direction du budget, le service de la législation fiscale et d'autres. Donc, cette organisation, nous semble-t-il, n'a pas permis d'avoir une réponse vraiment coordonnée, globale, structurée, même si les personnes en charge que j'ai citées ont été très abordables, très impliquées. Ce n'est vraiment pas une critique personnelle, c'est un problème d'organisation. Donc, la question qu'on voulait vous poser, quels sont les enseignements que vous avez tirés de ce choix un peu complexe et quel portage des politiques publiques avez-vous envisagé pour plus d'efficacité et pour simplifier, comme l'a dit Pierre Sitier en ouverture, une sorte de portage plus clair, plus lisible, plus efficace pour nous tous. Merci. Merci pour cette question et pour Enfin, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas l'habitude de cacher le tas de poussière sous le tapis et de refuser effectivement un débat sur ce que je crois est toujours un travail en progression sur nos sujets. Parce que pour avoir dit, comme tout à l'heure, mon grand âge m'autorise à avoir un long parcours sur le sujet. Et depuis la loi de 2014, qui a marqué quand même une évolution sensible pour les secteurs, nous oscillons entre le fait de laisser au secteur sa diversité et donc une espèce de complexité de gestion d'un périmètre qui est un périmètre par nature extrêmement large entre les secteurs lucratifs, non lucratifs, le secteur associatif, et puis on a ajouté, si j'ose dire, à mon avis, pour la bonne cause. Et du coup, ça me permet un peu de renuancer le propos de M. Pradié ou de M. Letissier sur le modèle social porté par Emmanuel Macron. On a ajouté la loi Pacte avec l'entreprise à mission, qui est un espèce d'entre-deux, dans lequel on n'est pas dans le secteur à gestion désintéressée que vous appelez aussi de vos voeux dans le livre blanc, mais on est aussi dans quelque chose d'autre qui est largement inspiré quand même effectivement du modèle désintéressé de l'économie sociale et solidaire. Enfin, voilà, nous savons tous, et je crois que ça serait pas utile finalement de le nier, que pour bien gérer un secteur aussi polymorphe, aussi complexe, et dans lequel, si on veut respecter finalement ce qu'est l'engagement des personnes et leur liberté, l'organisation administrative n'est jamais simple. Et ça serait malhonnête de penser qu'un ministère… bon. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense que oui. Est-ce que dans ce quinquennat, il y a eu des aspects
qui ont été quand même, sur lesquels on peut appuyer les avancées futures, je crois que oui aussi. Je crois notamment le rapprochement avec le ministère de l'Éducation nationale sur toute une dimension de la formation à l'engagement ne doit pas être abandonnée, parce que si, comme le disait à juste titre Aurélien Parlé, on est dans un phénomène de culture de l'engagement, de culture de la citoyenneté, alors il faut partir dès l'école et trouver des façons de faire. Par ailleurs, je pense qu'effectivement, l'ancrage autour de Bercy pour toute une série des problématiques qui vont du don au fonctionnement des associations doit être renforcé. Et de ce point de vue-là, il faut sûrement qu'il y ait plus de, comment dire, là une dimension plus politique et plus réglementaire à ce ministère. Donc voilà, je suis convaincue, mais je pense que l'aspect biface, en tout cas, entre des aspects plus engagements sociétaux et des engagements plus hard sur l'économique doit être poursuivi, parce que sinon, je pense qu'on perdra un fil. Après, sur les enseignements, enfin, je voudrais revenir d'un mot sur la retraite et sur la nature de l'engagement. Je pense d'abord qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le bénévolat maintenant. Moi, sur la question des retraites, j'aurais tendance à dire si allongement de la retraite, de l'âge de la retraite il y a, alors appuyons-nous aussi sur une des revendications anciennes de la CFDT sur la pré-retraite progressive et sur la capacité finalement à dégager en fin de carrière du temps, mais à un âge, je dirais, antérieur presque à l'âge de la retraite, à un moment où les gens étant très proches de l'activité, encore très proches de toute une série de réflexes finalement qu'ils ont sur leur engagement sociétal, on trouverait là, je pense, un espace et un appel d'air utile pour notre secteur associatif. Enfin, et le dernier point que moi j'ai appris, j'en ai dit un mot sur la présentation du quinquennat. Je crois vraiment que nous devons arc-bouter nos forces pour favoriser les mesures d'impact. Alors, on le dit pour tous les dispositifs qu'on doit voter, en général, sur ce qui touche à l'engagement, à la générosité, à l'engagement associatif, nous avons tâtonné. Moi, j'ai eu la chance d'être une des premières associations qui a signé un fameux CIS, un contrat impact social, qui a éprouvé les méthodologies d'études d'impact, qui a essayé de mesurer les retours sur investissement de l'engagement associatif. Tous ces éléments-là qui ont progressé, je crois, vraiment pendant le quinquennat. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de contrats impact qui ont été signés. Je crois qu'il y a eu des méthodologies qui se sont développées. Et ça, je pense que c'est un atout décisif pour favoriser et donner davantage d'espace à l'action des associations sur le terrain, parce que là, maintenant, on sait démontrer d'une manière qui parle peut-être aux financeurs et aux décideurs l'impact social des actions qui sont conduites par la générosité. Voilà. Bien, merci, merci beaucoup. Donc, Monsieur Florentin Letissier, vous l'avez compris, la dernière question est pour vous. On parlait d'impact social, il y a aussi les enjeux climatiques. Donc, c'est une question sur la relation entre la générosité et les enjeux climatiques qui vous est posée par Monsieur Jean-Marc Potras, délégué général du CFF. Bonjour monsieur. Alors, excusez-moi, ça y est, ma caméra est branchée. Bonjour monsieur Letissier, madame Barbarou et monsieur Pradier. Merci de prendre le temps de venir échanger avec nous. J'avais une question donc, sur le sujet des fonds et fondations. Donc, un secteur, celui des fonds et fondations, qui a doublé de volume en 10 ans. Il emploie désormais plus de 120 000 personnes, soit une progression de 31% en 10 ans. Ce secteur agit exclusivement au profit de l'intérêt général et notamment sur le sujet climatique. Il agit ou en apportant un soutien aux acteurs engagés ou en portant en direct des actions sur le terrain et souvent en première ligne, comme on l'a noté il y a encore quelques mois. Comment, monsieur Letissier, pourriez-vous soutenir concrètement et encourager ce mouvement ?
Merci beaucoup pour la question. Avant d'y répondre, je vais prendre 30 secondes sur le sujet des retraites, puisque j'ai vu que ça a interpellé les deux autres représentants de candidats. Je voudrais juste vous inviter à re-regarder, vous savez, l'espérance de vie en bonne santé maintenant des CSP employés ouvriers. Vous savez que si vous mettez la retraite, l'âge légal à 65 ans, il y a beaucoup de gens qui ne seront même pas en capacité de s'impliquer dans le monde associatif, au sens large, dans le secteur de la générosité. Donc, il faut aussi regarder ça très concrètement, je pense. Alors, sur votre question, monsieur, alors effectivement, je voudrais d'abord dire que cette question des fondations, quand on regarde les statuts juridiques, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Il y a différents statuts. J'ai cru comprendre dans une intervention qu'on a eue tout à l'heure qu'il y avait aussi la volonté de simplifier, d'aller vers une simplification justement de ces statuts juridiques des fondations. Et je pense que ce sera une force aussi pour donner encore plus de visibilité à ce secteur qui joue un rôle très important, notamment sur la question climatique. Et j'ai été regarder le manifeste des fondations et fonds de dotation français pour lutter contre le dérèglement climatique. J'ai vraiment découvert ça avec grand plaisir, justement, sur le site, il me semble, du Centre français des fonds et fondations, qui montre en fait que les fonds et les fondations et le monde des fonds de dotation s'organisent en fait de lui-même et n'attend pas le politique en fait pour se mobiliser sur cette question climatique. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment remarquable, d'autant plus que c'est un secteur qui est en dynamique. Pour faire face au dérèglement climatique, on a besoin de capitaux. On a besoin de mobiliser des moyens financiers pour agir concrètement partout sur le territoire et même au plan européen à l'international. Et voilà, les fondations, les fonds de dotation, ils mobilisent des capitaux. C'est une mobilisation citoyenne de capitaux au service de projets d'intérêt général. Et ça me semble fondamental aussi parce qu'on a tendance souvent à faire du dérèglement climatique un sujet de niche, même si ça progresse de ce point de vue-là, dans le sens de se rendre compte que la question du climat, elle irrigue en fait tous les domaines, tous les secteurs. Si vous prenez la question de la mobilité, vous prenez la question de l'alimentation, vous prenez la question de la santé, je pourrais en citer bien d'autres. C'est autant de secteurs où vous avez beaucoup de fondations qui sont actives, qui sont connues des Françaises et des Français, et puis vous avez aussi évidemment des fonds de dotation qui sont très actifs. Donc, cette question de la transversalité, elle est fondamentale. Donc, les enjeux qui sont importants, c'est évidemment, mais je crois que vous avez à cœur justement à travers de ce manifeste que j'ai cité d'y répondre, c'est les enjeux de formation, comment faire pour que ces acteurs des fondations soient de plus en plus sensibilisés aux questions environnementales, qu'ils puissent avoir les outils d'analyse et puis d'action. Je voudrais insister aussi sur le sujet finances durables. Moi, je suis économiste de formation et je m'intéresse beaucoup à la finance. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques années tout un pan de la finance qui est aussi en train d'émerger, ou d'acteurs financiers traditionnels qui sont en train de prendre le virage de la finance durable. Et ça, c'est très important parce que les actifs qu'on a, le patrimoine qu'on peut mobiliser, le patrimoine financier notamment, s'il est mis justement dans des fonds, dans la finance verte, dans de la finance durable, aujourd'hui on a des labels Finansol par exemple, qui peuvent vraiment certifier de l'impact environnemental des fonds qui sont mobilisés sur les marchés financiers. Ça, je crois que c'est très important. Et il faut donner plus de visibilité justement à cette finance durable pour permettre d'orienter toujours plus facilement les fonds. Alors, les fonds qui, évidemment, sont ceux des fondations, des fonds de dotation, mais aussi plus globalement, je pense à l'épargne mobilisable aujourd'hui dans notre société. Il y a un enjeu aussi de plaidoyer politique qui doit se faire au niveau national, mais aussi au plan européen et international. J'ai noté que vous étiez très mobilisé sur ce sujet du côté des fondations françaises, à travers le manifeste que j'ai cité, cette idée que, et là encore, ça rejoint ce que je disais au début au début de la session, sur mon intervention liminaire, sur le rôle démocratique aussi des acteurs de la générosité. Quand vous avez des conférences climatiques, des COP, il y a des COP internationales, mais même maintenant des régions qui font des COP. Vous avez des régions de France qui ont des démarches de conférences climat où elles invitent des acteurs de la société civile justement à participer à l'élaboration de stratégies et d'actions. Les fondations, elles ont un rôle à jouer important à ce titre.
de plaidoyer, de propositions, de communication sur un certain nombre de solutions. Et c'est bien notre intention que vraiment d'inclure ces acteurs dans cette stratégie sociétale de mobilisation de tous les acteurs sur cet enjeu qui est fondamental pour nous, pour l'avenir. Et je voudrais terminer par dire qu'on aura besoin de vous aussi pour construire évidemment nos politiques publiques. Les politiques, il faut avoir l'honnêteté de le dire, sur un certain nombre de questions techniques, limitées aussi parfois en termes d'expertise. Et quand on a des acteurs comme les fondations qui vous regroupez comme ça pour apporter des réponses concrètes sur des enjeux tels que le climat et l'environnement, bah évidemment, dans la construction après de nos réponses législatives, de nos politiques publiques, évidemment qu'on travaillerait en lien étroit avec vous pour être le plus concret et le plus pertinent possible sur ce qu'on fera. Merci beaucoup, Monsieur Florentin Letissier, pour ces réponses, à vous trois d'ailleurs. Comme je le disais à l'ouverture de cet événement, il nous est paru particulièrement important à la coalition Générosité de faire qu'on atterrisse, je dirais, sur une formalisation d'engagement de votre part, une concrétisation de ces propositions faites oralement. Et donc, pour ceux qui seraient peut-être en train de regarder leur montre à l'approche du repas de milieu de journée, surtout ne quittez pas, restez avec nous parce qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette bonne nouvelle va vous être annoncée par Madame Laurence Lepetit, déléguée générale de France Générosité. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous avions à cœur au sein de la coalition Générosité de vous proposer aussi un temps d'engagement, un temps concret. Parce qu'aussi sympathique que soient ces débats préélectoraux, l'idée également, c'est de pouvoir avoir des engagements sur le temps long, parce que nous, associations, fondations, entreprises, mécènes, on construit dans la durée. Et donc, nous avons proposé aux représentants des candidats de s'engager et de signer une charte pour une France généreuse qui reprend 3 des propositions faite par la coalition Générosité dans son livre blanc. Comme tout le monde aujourd'hui ne connaît pas ce document, je vais le présenter rapidement. Hop là. Alors, l'introduction de cette charte, entre guillemets, rappelle le poids global du secteur et ensuite elle propose de s'engager sur 3 points. Le premier, c'est le rendez-vous annuel, cette proposition qui est la proposition de forum que nous faisons à l'ensemble des candidats et qui répond à la question de la relation que nous souhaitons avoir lors du prochain quinquennat. Le modèle que nous avons pensé, c'est celui du comité interministériel au handicap, qui a été déjà cité tout à l'heure dans le débat, qui est un organe clé de la mobilisation interministérielle et qui est placé sous l'autorité du Premier ministre. C'est un organe qui permet d'avoir des décisions, de tracer des perspectives et une feuille de route pour l'ensemble des membres du gouvernement. Je pense que c'est un sujet qui a été traité et qui a été abordé par un certain nombre d'entre nous sur la multiplicité aujourd'hui des interlocuteurs publics et sur la nécessité de créer un temps organisé de dialogue à la fois interministériel et avec l'ensemble aussi des acteurs de la générosité. On le conçoit comme un espace de travail de temps long, pour traiter des sujets aussi fondamentaux que la définition de l'intérêt général ou le statut des fondations, qui a déjà été évoqué, mais aussi pouvant être mobilisés en cas d'urgence, comme en ce moment dans la crise ukrainienne. On a aussi, en ce moment, un besoin de concertation extrêmement important entre les acteurs de la générosité et les acteurs gouvernementaux. La deuxième proposition sur laquelle on vous a proposé de vous engager, c'est l'éducation à la générosité. Parce qu'aujourd'hui, les donateurs français sont de plus en plus âgés. Nous avons une baisse de 15% des donateurs ces 10 dernières années. Et nous avons une culture du bénévolat qui, certes, est importante, puisqu'aujourd'hui, 20 millions de Français sont bénévoles, mais la culture du don financier est finalement moins répandue aujourd'hui que dans d'autres pays anglo-saxons. Donc, nous pouvons ensemble faire mieux. Et donc, nous proposons d'inscrire la générosité dans le parcours citoyen dès l'école. La troisième proposition sur laquelle on vous a proposé de vous engager, c'est la stabilité fiscale et la simplification du cadre juridique et fiscal des particuliers, des entreprises et des acteurs que nous sommes. Je voulais juste revenir sur un point parce qu'on a beaucoup parlé de stabilité fiscale et vous vous êtes engagés dans vos discours respectifs
à ne pas avoir de mesures qui viennent toucher à l'environnement fiscal du don, mais je voulais aussi attirer votre attention sur les effets de bord des réformes fiscales qui ne sont pas directement liées à la générosité et qui peuvent avoir un impact pour nous. On l'a vu ce dernier quinquennat avec la hausse de la CSG, on l'a vu également avec le prélèvement à la source, on n'avait pas forcément tous anticipé les conséquences que ça pouvait avoir pour la générosité. Alors, Madame et Messieurs les représentants des candidats, Catherine Barbaroux, Aurélien Pradié, vous avez déjà signé cette charte pour une France généreuse. Et donc, ma question pour vous, ça va être comment demain vous comptez faire vivre ces engagements que vous prenez aujourd'hui. Et puis, Monsieur Le Tissier, je crois que vous avez peut-être une bonne nouvelle à nous annoncer ce matin. Et donc, peut-être qu'on peut commencer par vous. Et vous pouvez nous dire quel est l'engagement de votre candidat sur cette charte. Oui, tout à fait. Écoutez, je vous confirme que Yannick Jadot et donc le mouvement politique qui représente sur cette élection, on est signataire aussi. Je voulais avoir des retours précis avant de concrétiser cette signature. Donc, je vous confirme qu'on est bien signataire. Peut-être pour dire par rapport, bon, vous avez évoqué, Madame, plusieurs sujets là dans votre intervention. J'ai eu l'occasion déjà de parler des sujets d'éducation, par exemple, et d'autres précédemment dans ce débat. Je voudrais peut-être focaliser ma dernière intervention sur la question finalement des rapports qu'on pourra avoir entre finalement le politique et puis les acteurs du don et de la générosité que vous êtes. Premièrement, il nous semble, je l'ai dit, fondamental de renforcer votre place au sein de l'écosystème plus général démocratique de la société civile organisée. Il y a une instance pour ça qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental, qui n'est pas très connu des Françaises et des Français. Il faut qu'elle soit, et je sais qu'il y a un certain nombre d'acteurs de votre fédération qui sont représentés, évidemment. Il faut absolument revaloriser le rôle de cette instance, de cette troisième assemblée de notre pays. Nous lui donnerons davantage de force, notamment en faisant en sorte que le gouvernement vienne une fois par mois devant ce conseil pour des questions au gouvernement. Donc, ce sera l'occasion pour vos membres aussi de pouvoir interpeller très concrètement le gouvernement sur un certain nombre de questions concrètes, pouvoir également mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un sujet dès lors qu'il y a un rapport qui sera produit par cette Assemblée pour pouvoir donner donc davantage de moyens concrets aussi d'avancer sur le plan législatif. Le deuxième point, et je voudrais insister là-dessus, c'est le rôle de la décentralisation. Pourquoi j'en parle? Les dirigeants d'associations, ils savent bien. Leurs grands interlocuteurs au quotidien, c'est les collectivités locales, et je suis bien placé pour le dire. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui s'est recentralisé ces dernières années. Les collectivités territoriales ont de moins en moins de marge de manœuvre fiscale, notamment en propre. Elles sont de plus en plus soumises au bon vouloir finalement de l'État sur les dotations générales de fonctionnement qu'il veut bien leur accorder. Et ça, très concrètement, ça fragilise le tissu associatif et ça fragilise la capacité à mener des projets très concrets dans les territoires en lien avec les pouvoirs publics. Donc, nous ferons ce mouvement de décentralisation. Et dernier point, évidemment, c'est il faut que vous ayez un interlocuteur au plus haut niveau de l'État, vous les acteurs de la coalition Générosité. Et nous retenons l'idée effectivement d'un comité interministériel de la générosité qui sera donc interministériel, donc nécessairement rattaché au service au Premier ministre et qui soit à la fois un interlocuteur pour vous tout au long de l'année et qui sera un appui. Et j'ai cru comprendre que c'était très important pour vous à ce forum que vous voulez organiser. Alors annuellement, on pourra aussi… si vous tenez un seul événement annuel, bien sûr, ce sera le cas, mais si vous voulez qu'il y ait des événements un peu plus régulièrement, tout au long de l'année, ce sera aussi possible, mais ça, ce sera à vous aussi de nous dire par rapport à vos besoins. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Monsieur Le Tissier. Monsieur Pradié, peut-être? Avec plaisir, je vous confirme donc que Valérie Pécresse signe votre charte d'engagement. La question de la générosité, c'est un sujet politique. Et donc moi, je souhaite que nous utilisions les outils politiques pour mener cette bataille-là, ou en tout cas mener cette thématique-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on en fait un sujet politique, on le fait avec tous les acteurs politiques. Les acteurs politiques sont les corps intermédiaires, notamment, qui ont été méprisés comme, pardon, mais c'est un peu la vérité, comme jamais depuis quelques années. Il faut qu'on remette les corps intermédiaires, y compris les syndicats, au cœur de la discussion politique du pays.
des négociations politiques que nous allons avoir à mener sur les différents sujets que nous évoquons. D'abord, faire des corps intermédiaires, des acteurs qui ne sont pas des acteurs décisionnaires, parce que sans ça, ce n'est plus le régime démocratique que nous connaissons. Il faut arrêter de donner des pouvoirs à des outils qui ne sont pas dans nos radars démocratiques. Donc les corps intermédiaires, ils ont un rôle dans la négociation politique, et ensuite ce sont les représentants du peuple, pardon, je suis député, mais je me sens un peu élu par des citoyens, de prendre leurs responsabilités, et leurs responsabilités politiques en partie, de manière significative. Donc, replacer les corps intermédiaires au cœur de la discussion et du dialogue social. Le dialogue, c'est bien dire ce que ça ne veut pas dire la décision politique, parce que la décision, elle doit être prise par des politiques, mais au cœur de la discussion et de la construction du pacte social que j'évoquais tout à l'heure. Redonner du sens à l'action politique et publique, ça veut dire aussi avoir un nouvel acte de décentralisation. Moi, j'ai été élu local pendant des années, comme vous, monsieur le Tissier, et je sais à quel point la centralisation n'a jamais été aussi poussée qu'elle l'est depuis quelques années. Regardez sur tous les sujets, c'est invraisemblable. Regardez sur nos politiques de santé, on n'a jamais eu une organisation de l'État autant centralisée, c'est inouï. Et quels que soient les gouvernements passés, jamais on avait autant poussé l'effet de centralisation. Donc il faut un choc de décentralisation qui permette aux collectivités d'avoir notamment non seulement les compétences pour agir, mais aussi les moyens, parce que décentraliser sans donner les moyens aux collectivités, c'est une vaste blague. Donc il faut à la fois leur donner les compétences, mais leur donner les moyens aussi. Puis enfin, un dernier mot, si nous voulons que ce sujet de la générosité soit un sujet éminemment politique, il doit être confié aux représentants de la démocratie. Pardon de vous corriger, monsieur Tissier, mais il n'y a que 2 chambres démocratiques dans notre pays, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Le Conseil économique et social, vous savez comme moi comment il est composé aujourd'hui. Il est composé essentiellement de copains de copains. Le Conseil économique et social aujourd'hui, il est fait de femmes et d'hommes nommés dont je ne conteste pas les compétences, mais qui n'ont rien à voir avec la représentation démocratique de notre pays. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont moins bons ou meilleurs, je dis juste que la différence, c'est que les parlementaires, les députés, tous les 5 ans, ils rendent des comptes, ce qui n'est pas exactement le cas d'autres organisations dans lesquelles on tire au sort ou je ne sais quoi. Moi, je crois à la démocratie représentative. Voilà, je suis démocrate profond, je crois à l'organisation de notre République telle qu'aujourd'hui. Et donc, il faut que ces sujets ils arrivent devant le Parlement. Parce que toutes les décisions fiscales que nous évoquions tout à l'heure, elles doivent être prises par des décisions politiques qui sont celles du Parlement. Donc voilà pourquoi je pense qu'un des premiers discours que le futur ou la future président de la République doit prononcer, c'est un discours sur le pacte social, sur la générosité, sur la dignité, et que tout ça doit être traduit par des actes politiques, par les 2 chambres démocratiques que notre pays connaît et reconnaît, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui peuvent voter et transformer la loi. Très bien, monsieur Aurélien Pradié, le message est bien entendu. Madame Catherine Barbaroux, à vous pour quelques minutes. Merci. Comme monsieur Pradié l'a dit, tout ça est politique et donc on verra comment les citoyens qui ont la possibilité de s'exprimer dans les semaines prochaines jugeront la politique du candidat que je représente, qui me semble être pour la première fois depuis longtemps un candidat susceptible éventuellement d'être porté à sa réélection après un quinquennat. Mais bon, nous verrons la situation. Et simplement, si je dis ça, c'est parce que vous savez qu'une partie de la thématique de la campagne était 5 ans de plus pour faire plus en tenant compte de ce qui a été appris et fait pendant les 5 dernières années. Et c'est vrai que nous sommes en situation de tirer les conséquences et l'évaluation nous-mêmes de ce qu'il faut améliorer. D'abord, je n'ai pas cité, et je le regrette, le rapport El Haïry-Mouchou, qui a été un des éléments reconnu, je crois, par l'ensemble du secteur, avec un travail de consultation, et ça veut dire que c'est un socle pour démarrer vite et loin dans un prochain quinquennat les dispositions que, dans l'ensemble, je crois, le secteur reconnaissait comme nécessaires et applicables. Et donc, on a là déjà un premier élément pour corriger
comme nous l'a demandé d'ailleurs la Cour des comptes, et présenter vraiment un soutien modernisé à l'ensemble du secteur. C'est un acquis de ce quinquennat et c'est sûrement un bon socle de démarrage du prochain si notre candidat était choisi. Je voudrais aussi insister sur le volet européen. On en a peu parlé, mais je crois qu'effectivement, la dimension européenne de l'ESS, d'une manière générale, commence enfin à être reconnue. Et là aussi, le secteur, je crois, nous en est reconnaissante. Et j'insiste sur l'intérêt et l'utilité de la réunion qu'il y aura en mai prochain à Strasbourg autour de ces thématiques pour essayer là aussi de fixer un cadre de référence qui soit vraiment partagé au niveau européen. Et donc, si je disais que le politique apprend de ses propres pratiques, c'est vrai que ceux qui regardent le projet du candidat Macron auront constaté que, notamment sur le champ de l'action sociale et de l'intervention dans les territoires sur tout ce qui peut être la résorption des difficultés sociales, nous proposons de mettre en œuvre de véritables axes de décentralisation, notamment autour de la décentralisation de Pôle emploi et de l'association au plus bas du terrain des associations, des départements et des communes. Je terminerai en disant qu'on n'a pas cité une expérience que je trouve exemplaire justement en termes d'action à la fois couplée de l'engagement, de la générosité, c'est l'action territoire zéro chômeur de longue durée, qui est vraiment l'illustration de ce que ça peut être qu'un portage intelligent entre la puissance publique, les syndicats, les associations et la possibilité là aussi de toute une forme de mécénat d'entreprises, de très petites entreprises sur le territoire. Je pense que c'est une des expériences les plus emblématiques que nous avons non seulement encouragées, mais que nous entendons développer. Voilà, et merci encore de votre écoute. Et vraiment, c'est pour moi, en tout cas, un des secteurs sur lesquels notre action doit être le plus efficace et probablement la plus respectueuse de votre besoin de liberté d'initiative. Bien, merci à vous trois. Merci d'avoir signé cette charte de l'engagement de la coalition Générosité. Comme l'a dit Laurence, ce sera pour nous un peu le début d'un fil rouge dans les relations qu'on aura avec le pouvoir politique du prochain quinquennat. Et on approche de 12h30, de 12h30, donc je vous propose un temps de conclusion avec Madame Frédérique Frender, déléguée générale du mouvement associatif, et Monsieur Jean-Marc Potras, avec une cible, donc, Frédéric et Jean-Marc, qui est 12h30. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, effectivement, c'est une cible réduite, mais bonjour à toutes et tous. Donc, j'essaierai d'être brève, peut-être plus courte que ce que j'avais prévu. Tout d'abord, pour remercier évidemment nos trois invités, Madame Barbarou, Monsieur Le Tissier, Monsieur Pradier. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cet exercice et cet échange avec nous. C'est un exercice frustrant pour vous sans doute, peut-être encore plus pour nous, parce qu'on aurait très certainement envie de revenir sur beaucoup des choses que vous avez pu dire et pour aller plus loin sur les différentes propositions que vous avez pu d'ailleurs mettre sur la table. Je pense que c'est intéressant de voir que le sujet de la générosité ouvre sur bien d'autres qui ont été abordés là, le travail, la question de la retraite, bref, des temps de vie et de l'activité, le sujet de la cohésion sociale et même le sujet de l'organisation de la République, puisqu'il y a eu cet échange sur le CESE sur lequel j'aurais certainement à dire, mais je ne le ferai pas là. C'est évidemment très satisfaisant pour nous de vous entendre dire tout le rôle important que vous accordez aux acteurs de la générosité, plus largement à l'ensemble du tissu associatif. Donc,
ne serait-ce que pour ça, c'est évidemment un exercice qui satisfait les acteurs de la générosité. Je pense que c'est important qu'on ait ces temps d'échange qui permettent de poser ce rôle, de rappeler ce rôle sans aucun doute, et de vous entendre le dire aussi, et on n'hésitera pas à le rappeler par la suite. Je vais me permettre, sans commenter tout ce qui a pu être dit, quand même d'apporter une nuance sur le bilan que Madame Barbaro a fait du précédent quinquennat. La période a été difficile pour le monde associatif et pour les acteurs de la générosité. Je veux le dire quand même, il y a évidemment eu des choses positives, et la crise durant la crise, il y a eu un soutien indiscutable. Néanmoins, la période a quand même été difficile par de nombreux aspects sur les libertés associatives, je veux quand même le dire. Les dernières mesures qui ont été prises avant la fin du quinquennat avec le contrat d'engagement républicain est un coup dur pour les associations. Voilà, donc je voulais quand même le préciser là. On a évoqué de nombreuses propositions, celles qui sont dans le livre blanc de la coalition Générosité. Vous en avez ajouté d'autres qui sont vraiment intéressantes à travailler ensemble, évidemment, qu'on peut aussi porter dans le monde associatif, sur la simplification, sur la question des trimestres de retraite, sur le développement de la finance solidaire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de matières sur lesquelles on pourra continuer à travailler tous ensemble. On se réjouit évidemment des engagements que vous avez pris au nom de vos candidats, tous les trois, en acceptant de signer cette charte. Au-delà des 3 points qui sont, j'ajouterais vraiment la qualité du dialogue, qui est un élément extrêmement important, je pense, pour nous tous, la nécessité d'accorder de l'importance à la qualité du dialogue. Ça peut passer évidemment par le forum de l'engagement qu'on propose, mais ça va au-delà de ça aussi, je pense, dans la reconnaissance du rôle de chacun au fil de la construction des politiques publiques. Et je vais m'arrêter pour passer la parole à Jean-Marc Pottrat. Je veux juste dire 3 choses que je voudrais retenir, moi, de vos différentes interventions. C'est évidemment extrêmement réducteur. Heureusement, j'en retiens d'autres pour moi, mais mettre en avant ce que vous avez dit, Monsieur Pradié, sur l'engagement, enfin la générosité et je pense l'engagement comme un élément de la refondation du pacte social et comme un vrai sujet politique. C'est évidemment un leitmotiv pour nous. Madame Barbaro, ce que vous avez pu dire de la promesse du changement de méthode de l'actuel président de la République s'il était reconduit dans ses fonctions, c'est aussi un élément important, on y croit, et c'est évidemment un travail au long cours, mais qui sera nécessaire sans doute pour une interlocution forte et de qualité. Et enfin, ce que vous avez dit, Monsieur Letissier, sur l'importance de reconnaître, favoriser la générosité de tous. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on partage au sein de la coalition Générosité. Le pacte social français, il est fait de ça aussi, de cette générosité de tous les citoyens et citoyennes qui doit être portée par le politique. Voilà. Merci à vous encore. Merci, merci Frédéric. Je vais être très rapide également, tenir à 1 ou 2 minutes près le tempo. Donc, bien sûr, je m'associe au remerciement de Frédéric à vous toutes et tous qui avez accepté de vous présenter ici, à tous les participants. Mais je voudrais également ajouter mes remerciements à l'ensemble des membres de la coalition Générosité, y compris ceux qui ne se sont pas exprimés, car je pense que c'est un point important à souligner aujourd'hui. Monsieur Letissier, Madame Barbaro, pardon, Monsieur Letissier, Monsieur Pradié, vous avez en face de vous un ensemble d'acteurs qui se sont réunis pour une première fois pour peser dans le cadre de cette élection présidentielle et faire entendre la voix dans toute sa diversité de notre secteur qui est financé pour partie par la générosité et qui essaye ici de l'incarner au mieux. Cette démarche prend la suite d'une collaboration qui a eu lieu tout au long de l'année et tout au long des années passées où nous avons ensemble fait parler et représenter nos diversités, parce qu'on a tous des spécificités d'action, mais nous savons nous unir lorsque c'est nécessaire. Ça a été le cas, et c'est le cas aujourd'hui dans le cadre de cette élection présidentielle, pour faire entendre la voix globale de l'ensemble du secteur. C'est très important pour nous et évidemment, il y aura des suites. Vous avez pris des engagements, je n'y reviendrai pas. Vous avez parlé de stabilité fiscale, particulièrement. Ça avait pu être le cas par le passé par certains candidats. Aujourd'hui, évidemment, nous suivrons la mise en action de ces engagements et nous essaierons tout au long des années à venir de continuer à faire porter la voix du secteur d'intérêt général. Le contexte de la crise en Ukraine, que malheureusement on doit observer tous les jours, montre plus que jamais le besoin d'une générosité forte, notamment en cas de crise. Nous avons également pu le constater avec la crise Covid et nous espérons encore une fois que ces engagements pris par vous aujourd'hui ne seront pas des vains mots et qu'ils seront surtout suivis d'actions
à l'issue de l'élection, quelle que soit votre place dans la majorité ou en tout cas dans la représentation démocratique de notre pays, qui a bien besoin de cette générosité pour tisser le lien social. Merci à vous. Et je compléterai ce que tu dis, Jean-Marc, en vous en remerciant également l'ensemble des participants à cet événement de la coalition Générosité. Je crois qu'on a approché les 140 participants, donc je voudrais aussi les remercier. Vous voyez que toutes nos caméras se rallument parce qu'on veut voilà, à nouveau vous remercier d'être venus pour représenter vos candidats. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, merci. Si.